Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde sur le sujet de la végétalisation des cours d'école. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous et toutes sensibilisés aux bénéfices et à l'intérêt de végétaliser les cours d'école, que ce soit au niveau environnemental, pour le rafraîchissement de la ville et des milieux périurbains également, pour l'amélioration de la biodiversité et pour la gestion des eaux pluviales. Et ça a aussi beaucoup d'intérêt au niveau des projets pédagogiques des écoles. Et c'est pour ça que l'UNEP a voulu mettre un coup de projecteur sur ces projets-là. Et donc on réunit autour de la table des acteurs différents. Et on a voulu donner la parole à celles et ceux qui contribuent soit à mettre en œuvre, à développer la politique de végétalisation des cours d'école et qui soutiennent aussi ces projets. Et ça nous paraît d'autant plus important, et je vais plomber l'ambiance 2 secondes, désolée pour ça, mais à une heure où l'objectif de ne pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement global fixé par la COP21 a de moins en moins de chances d'être atteint et où on se prépare à vivre sous plus 4 degrés, c'est d'autant plus important de parler de ce genre de projet. Et là, on va essayer de parler du concret des choses. Donc, je laisse la parole à la ville de Lyon, à Alice Bretéché et Stéphane Roch qui vont présenter la politique de végétalisation des cours d'école ainsi que 2 projets. Puis une entreprise du paysage, Terre Idéale, et avec représenté aujourd'hui par Ludovic Jolivet, qui va nous présenter un autre projet. Et ensuite, on parlera du programme EduRénov, qui subventionne et qui aide tous les programmes qui visent à rénover les bâtis. Et donc la végétalisation des cours d'école en fait partie. Oui, bonjour. Du coup, pour la ville de Lyon, on va présenter à 2 voix avec ma collègue Alice. Très rapidement, juste sur notre démarche, donc on a un programme à la ville qui s'appelle Cours Nature, qui concerne à la fois les écoles et les crèches. Et on a un budget alloué pour ce programme qui est de 19,5 millions, avec des financements donc, de la ville, mais aussi de la métropole et de la CAF. C'est un projet qui est transversal au sein de la ville de Lyon, c'est un peu sa particularité. En fait, on est beaucoup de directions à travailler dessus. Il y a la direction de l'éducation et la direction de la petite enfance qui travaillent du coup respectivement sur les écoles et les crèches. Et ensuite, on est 2 directions opérationnelles. Donc, il y a la direction de la construction qui travaille sur les projets de construction neuve et de grosses rénovations. Et la direction de la biodiversité nature en ville à laquelle Alice et moi sommes rattachés, qui travaille uniquement sur des projets de réhabilitation. Donc nous, on travaille vraiment que sur des cours à partir de l'existant. Peut-être, je ne sais pas si on peut... Donc nous, on a, dans notre programme Cours Nature, en fait, on a 3 gros objectifs. C'est de permettre l'exploration de la nature par les enfants. C'est aussi de faire des cours qui soient plus diversifiés, avec des espaces plus calmes et qui soient, in fine, plus inclusifs pour tous les enfants. Et c'est aussi de pouvoir lutter contre les îlots de chaleur urbains à l'échelle d'un quartier et donc de travailler autant que possible sur des quartiers qui sont carencés en espaces végétalisés. Et ensuite, en fait, on a un programme type qui vient s'appliquer sur tous nos projets Cours Nature, qui décline nos grands objectifs, parmi lesquels on a végétalisé, désimperméabilisé, varier les matériaux, apporter des matériaux naturels, varier les usages, et puis faire des cours des espaces plus adaptés au développement de l'enfant. Voilà, je vais laisser Alice prendre la suite. Pour réaliser opérationnellement ces projets, la ville de Lyon dispose de plusieurs outils. Le premier, c'est le programme, un programme qui est co-construit et adapté à chaque projet par le biais d'une concertation avec les usagers, ce qui favorise l'appropriation à terme de la cour. Cette concertation, elle est portée par les directions de l'éducation et de la petite enfance en fonction des projets, qui sont aidés pour ça par des assistances à maîtrise d'ouvrage, qui suivent le projet sur tout son déroulé et qui reviennent à la livraison du projet pour aider à l'appropriation des cours. Ensuite, on a une conception qui est confiée à des maîtrises d'œuvre externes par le biais de marchés accords cadres qui sont sectorisés souvent par arrondissement ou un groupement de plusieurs arrondissements, ce qui permet un travail conjoint sur plusieurs projets et qui permet
au bureau de paysage de bien connaître nos objectifs et nos contraintes et de bien s'imprégner du programme type. Et puis enfin, les projets sont réalisés par des entreprises travaux avec des marchés spécifiques à la ville de Lyon, des entreprises de paysage principalement et puis de travaux VRD aussi. Et puis ensuite, on a choisi de vous illustrer la démarche Cours Nature avec la présentation de 2 projets d'école avec des contraintes différentes. Ah, mince. Pas dans le bon sens, je ne sais pas si on pourra revenir en arrière. Alors le premier, c'est le projet de l'école Giono dans le 8e arrondissement. C'est la plus grosse surface de cours de ce mandat, donc depuis 2020. À peu près 5000 m² de cours, répartis en 4 cours différentes avec une école élémentaire, une école maternelle. Dans cette école, on avait l'illustration de contraintes qui peuvent être liées à l'espace, parce que malgré sa surface importante, on a quand même des cours dans lesquels il faut maintenir des usages, avec beaucoup d'enfants qui ont besoin d'évoluer dans la cour. On ne peut pas végétaliser l'entièreté de la surface. On a besoin notamment de garder des surfaces dures pour faire du sport, notamment. On a aussi pas mal d'éléments programmatiques à intégrer, comme des endroits pour faire la classe dehors, des éléments de motricité, des éléments pour montrer le parcours de l'eau, des jeux aussi. On a aussi des contraintes techniques qui peuvent être d'ordre différent, notamment des accès parfois difficiles ou des cours qui se retrouvent sur des dalles de parking. Ça, c'est surtout le cas dans des cours de crèche. Et ici, à l'école Giono, on avait une contrainte liée à des travaux de rénovation de la voirie qui desservait l'école. Donc il y a eu une coordination à mener avec la métropole de Lyon qui a réalisé ces travaux pour que chacun puisse avoir accès. Et puis ensuite, une des grosses contraintes qu'on a bien sûr, c'est les contraintes de délai de réalisation. Dans cette cour particulièrement, on ne pouvait pas forcément réaliser les travaux en site occupé, ce qui veut dire qu'il faut réaliser les travaux pendant les grandes vacances d'été, et donc des projets qui doivent être réalisés en 8 semaines, ce qui pose des contraintes à la fois en termes de conception. Les maîtrises d'œuvre doivent avoir ça en tête et concevoir des projets qui peuvent être réalisés en 8 semaines. Et puis, côté entreprise, il faut aussi être en mesure de mobiliser des équipes sur les périodes d'été qui sont souvent des périodes de congé. Et puis, côté maîtrise d'œuvre aussi, pouvoir avoir des personnes qui suivent le chantier sur ces 8 semaines de travaux. Je vais laisser la parole à mon collègue Stéphane pour présenter du coup l'école Pagnol. Oui, du coup, l'école Pagnol qui se trouve dans le 7e arrondissement, où à l'inverse, on avait un accès plutôt facile sur cette école-là et indépendant. Donc, on a pu travailler en site occupé. Voilà, c'est assez rare pour être souligné. On avait cet atout-là et du coup, on a pu réaliser le chantier pendant que l'école fonctionnait et les enfants ont pu voir le projet se faire petit à petit. Par contre, on avait d'autres contraintes. On a une contrainte qu'on peut voir sur les photos, qui est à la fois un atout, parce qu'on avait des très grands arbres qui apportaient déjà de l'ombre et de la fraîcheur, mais par contre qui avaient des racines très puissantes et affleurantes, et qui avaient été plantées à l'époque dans une sorte de jardinière. Donc en fait, le collet de l'arbre était au-dessus du niveau de la cour. Et donc la maîtrise d'œuvre a conçu un projet avec du relief et a pu créer une butte pour rattraper le niveau des collets. Et donc, on a un projet avec des cheminements qui s'intègrent dans cette butte et qui font finalement de l'aménagement un espace ludique pour les enfants. Et notre deuxième contrainte, celle-ci, on ne la voit pas sur les photos, c'est qu'on est sur un établissement qui a été construit sur un sol très pollué, qui est situé très proche du Rhône. Donc, on a travaillé avec un bureau d'études pollution pour savoir où est-ce qu'on pouvait désimperméabiliser, où est-ce qu'on pouvait infiltrer de l'eau ou pas, pour éviter de créer une migration de la contamination vers la nappe et vers le Rhône. Voilà. Et sinon, en conclusion, ce qu'on voulait dire aussi, c'est qu'on a une démarche d'évaluation qu'on est en train de construire au sein de la ville de Lyon. Donc, pour le moment, on n'a pas d'évaluation à partager, mais par contre, on a des retours qui nous sont faits par les écoles et les équipes pédagogiques. Et pour le moment, on voit que les récréations sont plus calmes, qu'il y a moins de conflits, que les retours de récréation semblent plus apaisés.
et qu'il y a davantage de jeux en mixité de genres qui se créent. Donc voilà, des retours plutôt positifs. Merci. Du coup, on va pouvoir passer à la suite, à un autre exemple d'une entreprise du paysage cette fois-ci. Un retour d'expérience juste avant pour dire que les entreprises du paysage peuvent réaliser la végétalisation des cours d'école. Elles peuvent bien évidemment s'occuper des plantations, mais elles sont aussi habilitées et elles sont expertes dans la préparation des sols, et ça inclut aussi la désimperméabilisation. Et donc on va pouvoir voir ça à travers l'exemple dont tu vas nous parler, Ludovic. Donc, bonjour. Je vais vous présenter un chantier de désimperméabilisation de cours d'école qui a été fait à l'été 2022. Cette cour d'école est située à Condrieu, donc c'est une commune qui est au sud de Lyon. Donc tout d'abord, elle a été faite pendant un programme du département du Rhône pour la désimperméabilisation de plusieurs cours d'école sur tout le département. Cette conception a été aussi faite en partenariat avec les élèves, parce que là on est sur un collège, on n'est plus sur une école ou une crèche. Donc là, ils ont aussi mis à contribution tous les élèves pour un peu aménager toute cette cour, pour qu'elle soit adaptée à leurs besoins et qu'elle permette aussi plus de lieux où ils peuvent se rejoindre les uns les autres. Donc sur cette cour d'école, elle était essentiellement en enrobé, bétonné, donc pour désimperméabiliser cette cour, on a fait beaucoup de pavés drainants où on a rempli en substrat et gazon pour ensuite faire l'infiltration des eaux. On a aussi créé des noues paysagères avec des nivellements pour justement emmener ces eaux de pluie dans ces noues et ainsi créer des îlots de fraîcheur et avoir des vraies zones de végétation luxuriante autour de ces cours. On a aussi fait énormément de massifs parce que, comme on peut le voir sur la photo, c'était vraiment très minéral, très rempli. Enfin voilà, ça emmenait beaucoup de chaleur. Donc voilà. Ensuite, on a aussi mis du mobilier. Alors, il faut faire attention avec ce mobilier parce qu'on est obligé dans ces cours d'école d'avoir des choses très lisses et pour éviter justement les accidents auprès des collégiens. On a aussi une chose très importante à prendre en compte dans ces désimperméabilisations d'école, c'est que nous, on avait des gardiens qui occupaient le site, qui entretenaient le site. Donc pareil, on a été obligé de faire des réunions de travail pour qu'ils apprennent à entretenir un site différent. Parce qu'on a fait des prairies fleuries, des choses où on a un peu de gestion différenciée. Quand les gardiens, eux, ont 30 ans d'ancienneté, ils ont l'habitude d'avoir des choses très rares, très beaux, mais qui n'est plus dans l'air du temps. Parce que si on veut amener un peu de biodiversité, des choses comme ça, il faut laisser la nature se faire, apprendre les méthodes de fauche et voilà, c'est des choses si on veut amener les insectes, on est obligé d'avoir une gestion différenciée. Donc, à la suite de ça, on a quand même désimperméabilisé à peu près 50% de la cour avec ces pavés. On aurait pu aussi, il y a d'autres techniques de désimperméabilisation. On peut aussi mettre des modules de drainage, avoir des choses qui infiltrent un peu plus. Mais bon, là, on est quand même sur 100 litres par heure en infiltration. Donc ça évite les inondations ou le renvoi des eaux dans les usines de retraitement. Donc voilà, après derrière, j'ai pas plus de... J'aimerais bien revenir sur ce que tu disais qui paraît important, c'est sur le dialogue que vous avez dû engager avec différents acteurs. Oui. Donc là, notamment les gardiens, c'est souvent quelque chose qui est mis comme un frein, on va dire. C'est la peur du personnel d'entretien de pouvoir entretenir les cours d'école à la suite. Donc peut-être que tu peux parler un peu plus de ce dialogue. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de récalcitrants? Je ne sais pas si c'est un mot. Alors non, des récalcitrants, il n'y en avait pas tant que ça. C'est juste qu'il faut bien leur expliquer et comprendre la démarche. Les personnes ne sont pas contre, en règle générale, laisser la végétation prendre sa place ou avoir des insectes, des choses comme ça. Mais il y a tellement une habitude
qui est ancré depuis des années, où il ne faut rien qui dépasse, où les pelouses doivent être rondes du rat par peur du jugement. Nous, on a eu des exemples, le jugement des parents, où ils avaient peur que les parents trouvent que le collège soit mal entretenu. Alors que pas du tout, c'est un dialogue, c'est un échange qu'il faut avoir avec eux, parce que derrière, si on n'amène pas ça, on ne changera pas les mentalités et on laissera même le projet qu'on a fait sera pas viable à terme. En gros, on recommencera comme avant, et même si on récupère les eaux, tout ce qui est biodiversité, il sera nul, quoi. Et donc ce projet a été fait il y a quelques années. Au début, vous l'entreteniez. Oui. Est-ce que vous avez constaté des évolutions par rapport à ce que vous aviez mis en place ou pas? Alors oui, on a justement dans tout ce qui est tout ce qui est espace boisé, planté, proche justement où l'eau était bien récupérée, on a eu un développement de la végétation qui était vraiment impressionnant. Parce qu'on avait des plantes adaptées ont été mises en place, des plantes d'eau, des saules, des aulnes, des choses comme ça, des graminées. Et tout de suite, ça faisait un écran végétal qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait une perspective très linéaire de la cour, et là, tout de suite, ça crée des zones, des endroits un peu plus cachés où les enfants pouvaient ensuite se retrouver et au moins avoir un coin à eux hors de comment dire du cadre, en fait. Et comme c'était un collège, est-ce qu'il y avait des différences au niveau de la conception? Peut-être que les élèves étaient plus impliqués? Alors oui, au début de la conception, il y a eu une réunion entre une équipe pédagogique avec des professeurs, des élèves qui ont émis des souhaits, en fait. Ensuite, on a eu la maîtrise d'œuvre qui a fait les plans par-dessus. Mais voilà, on avait déjà des souhaits des écoliers. On a pu faire des gradins. Alors on n'a pas fait de jeu en tant que tel parce qu'on est plus sur du collège, et il y avait déjà un terrain de basket, donc ça on n'a pas fait de jeu, mais c'est vrai qu'on a mis des bancs, on a fait des gradins, des parties comme ça, et sur d'autres collèges on a aussi fait des zones où il n'y avait rien pour faire plutôt du potager ou des choses comme ça, pour impliquer les élèves justement dans leur réalisation, dans leur conception, dans ce qu'ils avaient imaginé, quoi. Et dernier point, et ensuite on passera à la suite, mais sur la végétalisation et la palette végétale. Quel a été votre rapport, vos suggestions en tant qu'entreprise du paysage pour les nouvelles plantations que vous avez apportées? Alors on part sur une liste où on a des arbres qui sont dits d'avenir, donc justement pour qu'ils s'adaptent au changement climatique. On peut avoir des celtis ou des féviers, des choses comme ça. Ensuite, comme je disais, dans tout ce qui est ou bassin d'infiltration, on est parti sur des essences qui aiment bien l'eau, comme les aulnes, les salix, les graminées. Ensuite, tout ce qui est palette végétale en termes d'arbustes, on est parti vraiment sur des végétaux locaux, en fait, enfin végétales locales, vraiment des choses qui poussent dans le coin. On n'a pas ramené des essences ornementales voilà, on est vraiment resté sur une palette du coin, surtout qu'on est sur un collège qui est plutôt à la campagne, donc pour pas dénaturer le site, c'était très bien qu'il est entouré de verdure, de bois. Donc voilà, on est vraiment resté sur quelque chose de naturel. Merci. Bon, juste pour être plus clair, hein, la photo à gauche, c'est bien la photo avant et ensuite la photo après. Pour résumer, là, on a un exemple de 3 projets de végétalisation sur des établissements différents, avec des âges différents, et on pourra sûrement revenir ensuite dessus au moment des questions, mais vous voyez que c'est aussi trouver, je pense, un compromis ou une entente, un juste milieu entre désimperméabiliser complètement et permettre aussi de garder certains jeux. Vous voyez là ici beaucoup de pavés drainants, c'est beaucoup une solution pour garder un sol perméable, mais toujours garder des usages qui demandent de porter des poids lourds, donc des usages d'accès aux pompiers, ce genre de choses. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur la diversité des projets qu'on a pu voir aujourd'hui. Et donc je vais passer la parole à Romain Ribeiro du programme EduRénov, qui va pouvoir nous présenter le programme et également une étude qu'ils ont sortie sur la végétalisation des cours d'école. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi je viens pour présenter le programme EduRénov, qui est un programme d'accompagnement à la rénovation énergétique des établissements scolaires, accompagnement qui peut aussi s'étendre en fait à la végétalisation des espaces dans le cadre d'une rénovation globale.
Donc le programme, rapidement, il a été lancé en mai 2023 donc par la Banque des Territoires qui fait partie du groupe Caisse des dépôts. Il a été lancé dans un contexte bien particulier, qui est un contexte de très forte hausse des prix de l'énergie pour les collectivités territoriales, qui se sont aperçus d'autant plus que les bâtiments scolaires, qui sont souvent vieillissants et très énergivores, génère un inconfort pour les élèves, mais aussi un inconfort financier, entre guillemets, puisque la facture énergétique, à cette époque-là, des établissements scolaires a pris une place très importante. On estime aujourd'hui qu'elle se situe à autour de 30% de la facture énergétique d'une collectivité, ce qui est une part non négligeable. Pour accompagner donc, les collectivités à rénover ces bâtiments énergivores et vieillissants, la Banque des Territoires lance donc ce programme EduRénov', qui a un objectif transformant d'accompagner 10 000 projets de rénovation, donc de la phase de conception à la phase travaux en passant par la valorisation du projet derrière. L'accompagnement qu'on est capable de faire, il va de la crèche à l'université, donc on accompagne tout type de collectivités pour la rénovation de leur bâti. Et enfin, donc, les projets qu'on accompagne sont des projets plutôt ambitieux, puisque le seul critère qui permet d'intégrer le programme est de porter une ambition d'à minima 40% d'économie d'énergie pour être raccord avec les objectifs du décret tertiaire donc dans la stratégie nationale bas carbone. L'idée, donc les moyens qui sont mis à disposition sont plutôt importants puisqu'il y a 2 milliards d'euros de financement en prêt sur fonds d'épargne qui sont mis à disposition par la Banque des Territoires et 50 millions d'euros d'aide en crédit d'ingénierie qui sont distillés pour les collectivités. Donc rapidement sur les chiffres du programme, donc à date on a enregistré un peu plus de 5400 projets. Les projets, je vais passer rapidement, mais c'est surtout des projets ruraux pour la plupart, puisqu'environ 60% d'entre eux se situent dans des villes de moins de 10 000 habitants. Donc c'est là où se situe véritablement le cœur de notre accompagnement, dans les petites communes et dans les zones rurales. On constate également rapidement, mais sur cette fin de mandat, une très forte accélération du rythme de projets qui sont financés, puisqu'on a une augmentation des financements de plus de 200% entre 2023 et 2024. Donc voilà, en cette fin de mandat, on voit que les collectivités concrétisent les projets qu'elles ont menés. Rapidement également, le programme EduRénov', c'est un programme qui sert de la Banque des Territoires, mais qui s'appuie sur un réseau de partenaires très important, dont l'UNEP fait évidemment partie. Nos partenaires, ils nous servent à beaucoup de choses. Ils nous apportent leur expertise de spécialistes de la rénovation, ici de spécialistes de la végétalisation des cours. Et donc nos partenaires sont très importants et je pense que c'était important de le signaler ici. L'accompagnement, rapidement, est l'offre qu'on porte à destination des collectivités territoriales. C'est un accompagnement qui est de bout en bout pour leurs projets, donc de la phase de conception à la phase travaux. Donc rapidement, sur la phase de conception, on est capable d'accompagner les collectivités territoriales en mettant à disposition des ressources, des retours d'expérience, donc des ressources sur le financement qu'il est possible de mobiliser pour son projet, sur la mise en place de son plan de financement, les études d'ingénierie qu'on peut mobiliser et sur la végétalisation des espaces, comme je reviendrai dessus en suivant. On a également mis au point, en lien avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Transition écologique et quelques autres partenaires publics, un centre de ressources en ligne qui vise à donner accès gratuitement à toutes les ressources mises au point par les opérateurs publics sur la rénovation des établissements scolaires. Et on y trouve notamment à l'intérieur un peu plus d'une centaine de retours d'expérience de projets qui ont été finalisés, donc des projets qui sont terminés, dont nombre d'entre eux contiennent un aspect de végétalisation des espaces. On accompagne ensuite, une fois que la collectivité a un peu avancé dans son projet, on est capable de l'accompagner en ingénierie. Donc cet accompagnement, il passe par le financement à 100% d'un ensemble d'études qui vont des études techniques, donc audit énergétique, études de faisabilité, etc., à l'assistance à maîtrise d'usage, donc c'est-à-dire appuyer les collectivités dans la concertation qu'elles vont mener avec les usagers, les équipes pédagogiques, etc., sur leurs projets, en passant donc par la partie d'ingénierie financière. Donc là, on est capable d'accompagner les collectivités pour monter leur plan de financement. On est également capable de faire un audit de leurs finances pour leur proposer plusieurs scénarios en fonction de l'ambition qu'elles veulent donner à leur projet, plusieurs scénarios de financement possibles. Et on est capable, sur ce dernier point également, de les aider à rechercher le plus de subventions
possible. Donc là, on va les aider à identifier toutes les subventions qu'elles peuvent mobiliser et également, on va les aider sur la partie administrative, donc à remplir les dossiers de financement qui sont souvent compliqués, notamment au niveau européen. Cette étude végétalisation, donc, elle vient dans notre partie de l'offre qui se trouve plutôt sur la partie conception et centre de ressources, on va dire le centre de ressources qu'on met à disposition du programme. Donc cette étude, pourquoi on a voulu la faire? Tout d'abord parce qu'on a remarqué que la végétalisation des espaces était un enjeu qui était de plus en plus important et qui était essentiel même pour les écoles. On estime à peu près que 2/3 des cours d'école et d'établissements scolaires sont imperméables, donc bétonisés à plus de 90%, ce qui génère énormément de problèmes, notamment en phase estivale, puisque une cour végétalisée, elle peut engendrer des gains de température, donc en fait des baisses de température qui peuvent aller jusqu'à 4-5 degrés, donc ce qui est absolument non négligeable en période de canicule. Donc voilà, cette étude, on l'a publiée il y a 1 an. On l'a organisée autour de 2 grands axes. Et tout d'abord, faire comprendre aux collectivités et aux exécutifs locaux quels sont les enjeux principaux à prendre en compte sur ce sujet de la végétalisation. Donc là, on a identifié 5 grands enjeux qui sont les enjeux environnementaux, de santé, de bien-être des usagers, l'aspect pédagogique, évidemment, on y reviendra, l'aspect économique, puisqu'une cour végétalisée permet d'éviter des coûts certains comme le recours à la climatisation, par exemple, et l'enjeu social avec ce que vous disiez tout à l'heure, notamment sur les nouveaux usages des cours végétalisées qui permettent une nouvelle appropriation des espaces par les élèves. Voilà. On a également tout un pan de l'étude qui là pourrait intéresser les collectivités territoriales. C'est une étude de marché sur un peu plus de 380 marchés publics passés entre 2019 et 2020. Ça nous a permis de mettre au point des ratios de coûts type sur une végétalisation de cours en fonction des différentes opérations qu'on souhaite mener également. Pour revenir rapidement sur la méthodologie avant de rentrer dans les grands enseignements de l'étude, donc on s'est basé sur plusieurs choses. Tout d'abord, on s'est basé sur toute la documentation qui existe et qui est réalisée, que ce soit par les opérateurs publics ou par les professionnels. Donc là, tout ce qui va être rapport du CEREMA, rapport des ministères, etc. On a étudié un peu plus d'une centaine de projets également, dont des projets parisiens, nantais, strasbourgeois ou des projets normands notamment, pour voir quelles sont les principales opérations qui sont menées et quels coûts ils ont eu. Enfin, on s'est entretenu avec plusieurs spécialistes de la végétalisation. Donc on s'est entretenu avec des CAUE, avec le CEREMA, la Société forestière et avec des collectivités territoriales évidemment. Le premier enseignement, tout d'abord, c'est que, comme je le disais, il y a une très forte dynamique autour de la végétalisation des cours d'école et on a assisté véritablement à une explosion, si je puis dire ainsi, du nombre d'appels d'offres qui sont passés par les collectivités territoriales sur ces enjeux. Donc voilà, c'est pas très parlant de le dire comme ça, mais en 2019 et 2024, c'est une croissance de un peu plus de 1400%. Donc voilà, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais ça montre véritablement que les collectivités se sont saisies de cet enjeu-là. Les collectivités qui s'en saisissent aujourd'hui sont surtout celles des grandes villes et des métropoles, puisqu'on constate que la majorité des projets sont menés en fait dans les régions les plus urbanisées, donc l'Île-de-France évidemment, Auvergne-Rhône-Alpes pour ici, et la région Occitanie et le Grand Est. Donc voilà, ce sont des projets qui concernent beaucoup les grandes villes. Voilà, donc les collectivités investissent le sujet et elles investissent que ce soit via un projet global ou via une végétalisation simple. Donc voilà les ratios de coûts rapidement, mais tout ça se retrouve dans l'étude et si vous avez pu la télécharger, on constate que les projets dans les métropoles sont bien plus chers en fait que les projets dans les plus petites collectivités, notamment du fait que les espaces à végétaliser et à désimperméabiliser sont plus grands et plus vastes sur les établissements des grandes villes. Voilà. Cependant, il y a il y a un petit paradoxe. En fait, la plupart des marchés publics aujourd'hui passés par les collectivités sont émis par des petites villes moyennes. Parce qu'en fait, une petite ville va avoir tendance à à passer un marché public pour un projet de cours, là où les grandes villes vont plutôt avoir tendance à mutualiser les projets, c'est-à-dire faire un appel d'offres pour 5, 6 projets en moyenne, mais on monte parfois jusqu'à 10, 15, 20 projets de végétalisation. Voilà, donc rapidement là-dessus, l'autre chiffre qui est intéressant, c'est que alors on voit que 59% des appels d'offres sont centrés sur la végétalisation, c'est-à-dire qu'ils concernent seulement une opération de végétalisation des espaces.
et 41% concernent des projets plus globaux, donc avec rénovation énergétique du bâtiment. Voilà pour les chiffres intéressants. Mais pour finir, les 3 enseignements qu'on a relevés et qu'on a tirés de cette étude, mais surtout de nos entretiens avec les professionnels, c'est que tout d'abord, le volet pédagogique, il est central dans un projet de végétalisation de cours. Et les autres intervenants l'ont bien souligné, il est très important et essentiel de concerter l'ensemble des parties prenantes, donc les usagers, les équipes pédagogiques, les parents d'élèves, etc., pour avoir des espaces adaptés qui peuvent servir à la fois les élèves dans leur temps qu'ils ont dans les cours, mais également les enseignants pour appuyer leur projet pédagogique en faisant classe dehors, par exemple. Enfin, donc la concertation, on l'a redit, le volet pédagogique, je viens de le mentionner. Et on a également identifié quelques écueils qu'il est important d'éviter. C'est tout d'abord, il est important de prendre en compte la gestion des eaux de pluie lorsqu'on mène un projet de végétalisation. Il est important pour les collectivités de prendre en compte le sujet d'entretien spécifique à ces espaces, puisque en fait, on n'a pas l'habitude d'entretenir une cour bétonisée, là où une cour végétalisée a un fort besoin d'entretien pendant les 20 premières années de son existence et puis en fait tout au long de sa vie. Et voilà. Et sinon, un petit dernier point, il est important de mentionner également que chaque projet de cours végétalisé est unique et donc on ne peut pas considérer qu'un projet de cours peut être réplicable à l'ensemble des établissements de son territoire. Voilà, il est important d'associer les experts, les professionnels, donc les paysagistes pour bien concevoir chaque projet et qui prennent en compte les spécificités de l'établissement. Voilà. Merci. Si vous voulez des infos. Ouais, on pourra laisser cette slide si des gens veulent télécharger toujours l'étude. Donc en conclusion, on peut peut-être retenir, si on veut retenir 3 éléments de cette table ronde avant de passer aux questions. Déjà, premièrement, on peut dire que végétaliser des cours d'école, c'est pas juste rajouter des plantes. On a vu dans tous les exemples qu'il y a eu parfois un retravail des reliefs, on a dû s'adapter au contexte. Il y a souvent une réflexion sur le devenir du sol et sur la gestion des eaux de pluie, des eaux d'écoulement. Donc c'est bien plus large que ça. Il y a en plus un volet pédagogique à prendre en compte et ça m'amène peut-être à la deuxième conclusion qu'on peut garder en tête, c'est que non seulement il y a un volet pédagogique important, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont à intégrer quand on envisage un projet de végétalisation des cours d'école, que ce soit l'équipe enseignante, les élèves, ceux qui vont entretenir la cour, les parents d'élèves. Et donc ça demande aussi un ajustement des entreprises du paysage, des municipalités qui mettent en œuvre les projets. Et troisièmement, je voudrais réappuyer sur ce qu'a dit Romain, c'est que toutes ces conditions différentes font que c'est impossible d'avoir un projet type qui fonctionne. On a vu plusieurs projets. Il y a par exemple une cour d'école là qui a pu être réaménagée pendant occupation, ce qui est assez rare, mais du coup quand ça arrive, on peut profiter de cette opportunité. Et donc pour des bons projets, on peut se dire qu'il faut le plus possible s'appuyer sur le maillage territorial qu'on a à disposition. Voilà, ça va être le temps des questions. Je vais passer parmi vous. Si vous avez des questions, vous levez la main et puis je viens vous tendre un micro. Bonjour, merci pour la présentation. Je me posais une question, c'était sur la réalisation des travaux en période estivale. Est-ce que vous avez observé des pertes sur les végétaux ou est-ce que vous avez envisagé des fois de faire des gros travaux l'été, par exemple des plantations à la Toussaint? Alors pour ma part, on a fait tous les travaux de terrassement, de mise en place de terre, paillage, justement pendant les vacances estivales. Et ensuite, on a fait les plantations d'arbres, soit aux vacances de la Toussaint, soit aux vacances de Noël. Comme ça nous permettait d'avoir une meilleure taux de reprise et un meilleur développement de tous les végétaux. Ouais. Oui, j'ai pas précisé, mais effectivement, l'été, on fait les travaux de terrassement, de mise en place des revêtements, des mobiliers quand il y en a, et on revient en période. Là, en ce moment, en fait, on est en train de planter dans tous nos chantiers de l'été. On plante pas l'été. Bonjour, j'avais une question concernant, j'ai vu sur les photos là, de la Ganivelle notamment.
Je voulais savoir si vous aviez un retour d'expérience négatif ou positif sur la pose de ganivelle, parce qu'on se pose beaucoup de questions au niveau de l'accidentologie, de la résistance, etc. Savoir si vous aviez voilà, des retours. On peut peut-être mettre la slide en question pour que tout le monde voit de quoi on parle. C'est vrai que le sujet de la protection des végétaux est un grand sujet parce qu'on aimerait pouvoir rendre les végétaux plus accessibles aux enfants, mais en même temps, on est obligé de les protéger au moins le temps que les végétaux se développent. Donc, sur les premières années, on a testé beaucoup de choses sur les types de clôtures et finalement, pour le moment, ce qu'on généralise, c'est plutôt les ganivelles. Alors là, sur les photos, c'est plutôt des ganivelles hautes qu'on renforce avec une lisse sur le haut. Aujourd'hui, on met des ganivelles un peu plus basses et on met plutôt un renfort du côté des enfants, voire parfois aussi un renfort en bas. Mais c'est vrai que c'est un sujet d'avoir des clôtures qui permettent de protéger les végétaux et qui soient quand même assez costauds parce que les enfants, ils les secouent beaucoup. Voilà. Et moi, pour ma part, j'ai eu 2 expériences complètement différentes. Donc sur le projet qu'on a pu voir, le respect était total. Je veux dire, il n'y a pas eu de problème sur la dégradation ou quoi que ce soit sur les ganivelles. Et sur un autre chantier que j'ai pu faire, pareil sur une cour d'école mais d'un autre collège, là les élèves commençaient à arracher les échalas pour se battre avec. Donc clairement, on a pris le parti d'enlever les ganivelles et de faire une protection, comme on peut voir là, avec une lisse en haut et une lisse en bas, juste en planchette, avec des pieux battus. Une autre question? Bonjour. J'ai une question concernant le paillage mis en place. Alors, quels que soient les projets d'ailleurs, dans la zone où je suis, j'ai vu pas mal de projets dans des cours d'école, en l'occurrence, où le paillage était purement esthétique, parce qu'en fait, il y a toujours des injonctions contradictoires, et en fait, les personnes veulent du paillage, mais en même temps veulent pas de mauvaises herbes qui repoussent derrière, etc. Donc en fait, ils ont mis une bâche plastique par-dessus laquelle on met du paillage. Je voulais savoir concrètement sur les cas qui étaient présentés ici, justement, est-ce que vous aviez pu aller au bout de la démarche d'un point de vue écologique, concrètement, ou est-ce que justement il y avait ces contradictions parce que d'autres personnes, pour des contraintes d'entretien, etc., vous n'avez pas pu pousser l'idée jusqu'au bout? Nous, concernant le paillage, c'était vraiment un parti pris où c'est vraiment justement pour éviter l'entretien, les mauvaises herbes qui arrivent, favoriser aussi l'humidité dans le sol pour ne pas arroser les plantes. Donc non, nous on n'a pas mis, c'était pas uniquement esthétique, c'est vraiment un vrai rôle pour la végétation. En plus, le paillage à terme est amené à se dégrader, à amener de l'amendement organique naturel au fil des années, et justement favoriser le développement des plantes. Donc nous, c'est vraiment ce parti-là qui a été pris. Ouais. Nous, on a une question pour les revêtements souples. Si vous avez des retours d'expérience, parce que souvent on utilise des copeaux et on a vraiment toutes sortes de retours. Donc, qu'est-ce que vous préconisez pour vos cours d'école? C'est vrai que dans les cours d'école, il y a des endroits où on aménage où on pose des jeux, où on repose des jeux existants. Et du coup, se pose la question de comment créer un sol amortissant avec, nous, notre enjeu de déployer plutôt des revêtements en matériaux naturels. Donc pour le moment, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt qu'on met des copeaux normés de jeu sur une épaisseur d'au moins 30 cm, ce qui permet de répondre à la norme d'amorti pour que s'il y a un risque de chute, on ait un sol amortissant sous le jeu ou le mobilier. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on généralise aujourd'hui. Après, voilà, il y a d'autres solutions. Enfin,
Ça peut être du sable, ça peut être des graviers roulés. On sait qu'il y a du sol en liège aussi qui est en expérimentation, mais voilà. On expérimente et on essaye, voilà. On fait nos propres retours d'expérience. Bonjour. Toujours sur la problématique des copeaux, nous on est collectivité et on a 2 cours où on a fait ce dispositif-là. Et en fait, on ne s'attendait pas à avoir autant de réapports à faire dans les fosses. Est-ce que vous avez essayé de mener des expériences ou de voir quelle essence était potentiellement plus longévive sur les aménagements ou est-ce qu'on est un peu tous dans le même cas à devoir remettre des mètres cubes et des mètres cubes tous les 6 mois dans ces fameuses fosses? Oui, moi je pense qu'on est un peu tous dans le même cas. On n'a pas encore de solution miracle parce que le copeau de toute façon se dégrade ou alors les enfants, les élèves les prennent et partent avec. Donc pour le moment, ouais, on n'a pas encore de solution. Nous on préconise, généralement quand on le fait, de toute façon on préconise un réapport régulier une fois par an à minima pour maintenir le niveau, quoi. Bonjour, je me posais la question concernant la concertation. Du coup, il y a une concertation systématiquement avec les élèves ou pas? Et est-ce qu'il y a un retour, à quel point c'est pris en compte? En gros, c'est ça ma question. Je sais pas si c'est clair. Alors oui, il y a, en tout cas dans les projets de rénovation de cours, il y a systématiquement une concertation. Dans les projets neufs, c'est plus difficile puisque généralement, il n'y a pas encore d'élèves. Mais oui, il y a systématiquement une concertation dans les écoles. Dans les crèches, c'est fait avec le personnel, plutôt encadrant, parce qu'ils sont trop petits. Et la prise en compte des demandes, elle est faite au maximum. Après, les assistants à la maîtrise d'ouvrage qui ont l'habitude essayent de réemmener les idées des enfants pour qu'elles soient applicables ensuite dans les projets. C'est vrai que s'ils demandent des trampolines et des grandes roues, c'est compliqué, mais voilà, on essaye de comprendre que ça veut dire qu'ils veulent des jeux et du coup de leur proposer des choses qui correspondent au maximum à ce qui a été demandé. Bonjour. Alors d'abord, j'avais une question pour la ville de Lyon. Donc j'ai compris que vous avez un service dédié, enfin en tout cas, peut-être pas un service complet, mais vous avez une équipe qui est dédiée au projet de désimpair et de renaturation des cours d'école. Je voulais savoir combien vous ont mené des projets comme ça par an à peu près, et depuis combien de temps? Grosse maille, hein, c'est juste pour... Alors, nous, à la DBNV, donc sur les projets de rénovation, effectivement, on est un pôle dédié. On est 6 au sein de ce pôle. Et cet été, par exemple, on a fait à peu près 10 projets. Voilà, mais c'est vraiment grosse maille parce que ça dépend des années. On a commencé en 2022, on a augmenté en 2023. Là, je crois que c'était notre plus grosse année. Et puis, on a à peu près 10 projets cette année. Merci. Et après, j'avais une question plutôt pour les financements, pour le monsieur de la Banque des Territoires. Déjà, je voulais savoir comment vous faites pour sélectionner les projets. Alors, j'ai pris en photo le QR code, mais est-ce que vous, déjà, jusqu'à présent, je sais que vous participiez plutôt au financement des bâtiments, des bâtiments. Est-ce que vous avez déjà participé au financement des cours et comment on fait pour s'inscrire là-dedans? Alors sur le financement, tout d'abord le seul critère pour intégrer le programme, c'est d'être un établissement scolaire appartenant à une collectivité, donc un établissement public, donc là de la crèche à l'université. Il faut porter un projet de rénovation énergétique du bâtiment qui vise minimum 40% d'économie d'énergie. Après, sur le financement de la cour d'école, en fait, parfois dans les opérations de rénovation globale, sur certains projets, il y a des parties qui concernent une végétalisation de la cour. Et donc là, on est capable, à ce moment-là, si la végétalisation de la cour est inclue dans un projet de rénovation énergétique du bâtiment, de le financer. Donc
Là, on est capable, donc on a un produit financier sur fonds d'épargne qui va pouvoir accompagner la collectivité là-dedans, donc apporter les financements nécessaires. Après, sur toute la phase amont, donc sur la phase ingénierie, on aura à partir du printemps une étude spécifique qui va pouvoir financer à 100%, qui accompagnera les collectivités dans la faisabilité de leur projet. Donc ce sera une étude de faisabilité spécifiquement sur la végétalisation de la cour. Pour s'inscrire, il suffit il y a le questionnaire à la fin. Il y a un questionnaire sur démarche simplifiée que vous pouvez remplir pour inscrire vos projets au programme. Voilà. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est à partir de mars, on pourra postuler avec des projets seulement de cours pour des financements sur les études de maîtrise d'œuvre. En fait, aujourd'hui, on n'est pas capable de financer. On ne peut pas financer exclusivement un projet de cours aujourd'hui. Même en mars. En mars, en fait, on va pouvoir financer les études d'ingénierie préalables à la réalisation du projet. Après, on essaie de travailler actuellement sur un produit de financement qui sera spécifique au financement de végétalisation de cours. Mais là, je ne peux rien promettre encore en termes de date et tout. Après, si vous voulez rénover votre établissement et en profiter pour végétaliser la cour, nous, on sera capable de vous accompagner à ce moment-là. Merci. Je prends une dernière question et ensuite on se quittera. Bonjour à tous et merci pour cette présentation. J'ai une dernière question sur la partie concertation. On le sait, sur une année scolaire, il est difficile de mener la concertation, les études de maîtrise d'œuvre, la consultation des entreprises, puis les travaux. Est-ce que la concertation est faite l'année précédente? Première question. Et deuxièmement, quel est le panel des acteurs qui sont sollicités? Est-ce que c'est uniquement les enfants, les équipes pédagogiques, périscolaires? Est-ce que les parents sont inclus? Comment vous faites à la ville de Lyon? Alors la concertation, elle est menée par la direction de l'éducation ou de la petite enfance et effectivement, elle est menée en amont. Nous, on fait nos projets, on essaye de lancer la maîtrise d'œuvre en septembre pour faire les projets en juillet. Donc en septembre, il faut qu'on ait un programme concerté qui soit rendu par l'AMO. Donc souvent, la concertation, elle est faite l'année scolaire précédente. Et par rapport au panel de personnes concertées, alors sur les écoles, on a l'équipe pédagogique. Donc il y a les enseignants, il y a l'équipe du périscolaire aussi. Souvent, il y a un travail avec les enfants. Il y a les équipes d'entretien, notamment, et tout le personnel aussi des cantines. J'en oublie peut-être. On essaye d'avoir au maximum les personnes qui travaillent dans l'établissement. Et on a un petit peu les parents d'élèves, plutôt sous forme de questionnaire ou d'entretien à la sortie de l'école pour avoir leur ressenti, notamment sur la prise de risque et la saleté, entre guillemets. Voilà. Merci. Merci à tous nos intervenants d'avoir bien voulu répondre présents à cette table ronde. Et merci à vous.